Sors de là immédiatement, Ben, ou tu le regretteras toute ta vie. La voix de ma femme Rachel résonnait au téléphone avec une urgence que je n'avais jamais entendue auparavant. J'étais dans la cuisine de la maison de ma mère à Boston, en train de l'aider à préparer le dîner du dimanche pour toute la famille. L'odeur du poulet rôti flottait dans l'air tandis que ma fille de 6 ans, Emma, jouait avec ses cousins dans la pièce voisine. C'était une après-midi d'automne tranquille, comme des dizaines d'autres que nous avions passées là-bas. « Rachel, de quoi parles-tu » ai-je demandé en baissant la voix pour ne pas alarmer ma mère. « Nous sommes en train de dîner en famille, comme d'habitude. Je me fiche de ce que vous faites. Prends Emma et rentre à la maison immédiatement. Ne pose pas de questions, obéis-moi. Je m'appelle Ben, j'ai 32 ans, et en 8 ans de mariage, je n'avais jamais entendu ma femme me parler sur ce ton. Rachel a toujours été autoritaire, mais là, c'était différent. Il y avait quelque chose qui ressemblait à de la panique dans sa voix, mêlée à une autorité qui me faisait me sentir comme un enfant qui se fait gronder. « Ben, mon chéri, tout va bien ?» demanda ma mère, remarquant mon expression confuse alors que je tenais le téléphone loin de mon oreille. Rachel criait quelque chose à propos de ne faire confiance à personne de ma famille, qu'ils essayaient de me manipuler contre elle. Des mots qui n'avaient aucun sens, étant donné qu'elle avait toujours eu une relation cordiale avec eux tous. « Maman, Rachel veut que je rentre plus tôt à la maison aujourd'hui, » mentis-je doucement, ne voulant pas l'inquiéter avec les détails étranges de l'appel. Mais pendant que je parlais, un souvenir me frappa comme un coup de tonnerre. La semaine dernière, Rachel était devenue visiblement nerveuse lorsque j'avais mentionné que mon frère David, qui travaille comme détective privé, serait présent au dîner de ce soir. À ce moment-là, j'avais pensé que c'était simplement son aversion habituelle pour les grandes réunions de famille. Mais maintenant, Ben, tu es toujours là? La voix de Rachel ramena mon attention sur le téléphone. Je suis là. Mais Rachel, tu dois m'expliquer ce qui se passe. Tu me fais peur. Nous n'avons pas le temps pour les explications. Fais-moi confiance et pars de là avant qu'il ne soit trop tard. Son ton était devenu presque suppliant, comme si elle était désespérée. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et j'ai vu David garer sa voiture dans la rue. Il était arrivé plus tôt que prévu. « Rachel va bien ?» a demandé ma mère à nouveau, cette fois avec plus d'insistance. J'acquiesçais vaguement, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Pourquoi Rachel était-elle si désespérée de me faire sortir de là juste au moment où David allait arriver? Et pourquoi semblait-elle avoir si peur que je parle à ma propre famille? D'accord, Rachel. Je vais chercher Emma et on rentre à la maison. Merci, soupira-t-elle avec soulagement. Et Ben? Ne parle de notre conversation à personne. Promis? La ligne fut coupée avant que je puisse répondre. Je rangeais mon téléphone dans ma poche, mais mon esprit continuait à analyser les détails étranges. Rachel avait toujours été discrète sur son passé, mais ces derniers temps, elle était devenue presque paranoïaque au sujet de sa vie privée. Changement constant de mot de passe sur son téléphone, conversation chuchotée qui s'arrêtait dès que j'entrais dans la pièce, et maintenant cette réaction extrême à la présence de mon frère. Je suis allé chercher Emma dans le salon, où elle construisait un château en Lego avec ses cousins de 5 et 7 ans. Leurs rires innocents contrastaient fortement avec la tension que je sentais monter en moi. « Emma, ma chérie, nous devons rentrer à la maison un peu plus tôt aujourd'hui. »« Oh, papa, je peux rester encore un peu ? Je n'ai pas fini mon château. » J'ai regardé ma fille, si heureuse et insouciante, et une vague de protection m'a envahi. Quoi que Rachel cache, je devais le découvrir, pas seulement pour moi, mais aussi pour Emma. « D'accord, encore 15 minutes, » ai-je décidé, contredisant directement les ordres de ma femme. C'était une petite décision, mais j'avais l'impression que c'était le premier pas vers quelque chose de beaucoup plus grand. Pendant que je regardais Emma jouer, une question résonnait dans mon esprit. Si Rachel n'avait rien à cacher, pourquoi était-elle si désespérée de m'éloigner de David? Si vous aimez cette histoire et que vous voulez découvrir les sombres secrets que Rachel cachait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que j'allais découvrir dans les 15 minutes suivantes allait bouleverser non seulement mon mariage, mais aussi toute ma perception de la personne que j'avais épousée. David frappa à la porte d'entrée exactement 3 minutes après les 15 minutes que j'avais promises à Emma. Son expression était plus sérieuse que d'habitude pour un dîner dominical, et il portait un porte-documents en cuir marron que je reconnaissais pour ses affaires les plus complexes. « Ben, il faut qu'on parle », dit-il en embrassant brièvement notre mère avant de m'entraîner à l'écart. « C'est à propos de Rachel. » Mon estomac se noie. « Que as-tu découvert? Tu te souviens quand tu m'as demandé de vérifier ses antécédents il y a quelques mois? Quand vous vous disputiez au sujet du transfert d'Emma dans cette école privée hors de prix. J'avais complètement oublié. Rachel insistait pour inscrire Emma dans une école qui coûtait près de 40 000 $ par an, mais elle évitait toujours d'expliquer comment nous allions pouvoir payer cela. Lorsque je lui avais posé des questions sur ses finances,
elle avait piqué une crise, criant que je ne lui faisais pas confiance et que j'essayais de la contrôler. Oui, mais tu as dit que tu n'avais rien trouvé de suspect. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Mais cette semaine, nous avons reçu une piste intéressante. David ouvrit le dossier et en sortit plusieurs photos. Tu reconnais cette femme? C'était Rachel, mais avec les cheveux platines et des lunettes de soleil, entrant dans un immeuble chic du centre de Boston. La date dans le coin inférieur droit indiquait que la photo avait été prise mardi dernier, alors qu'elle disait rendre visite à sa mère malade à Providence. Ben, ta femme ne s'occupait pas de sa mère. Elle rencontrait un avocat spécialisé dans les divorces. L'un des plus chers de la ville. Ma vision s'est troublée pendant un instant. Divorce? Mais pourquoi? Nous n'avons pas de problème grave. Apparemment, elle en a. Et il y a plus. David m'a montré une deuxième photo. C'est le parking du même immeuble, 2 heures plus tard. Rachel sort avec un homme que nous avons identifié comme étant Marcus Wellington. Ce nom m'était familier, mais je ne savais pas d'où. Ben, Marcus Wellington est l'ex-mari de votre collègue, Sarah Chen. Vous vous souvenez quand Sarah a vécu ce divorce horrible l'année dernière? Elle a perdu la garde de ses enfants et presque tout l'héritage familial. Le souvenir m'a frappé comme un coup de poing. Sarah était arrivée au travail en pleurs à plusieurs reprises, racontant comment son ex-mari avait manipulé le système judiciaire contre elle. Comment il avait fabriqué de fausses preuves, soudoyé des témoins et transformé chaque aspect de sa vie en une arme contre elle au tribunal. Rachel connaît Marcus depuis au moins 6 mois, a poursuivi David. Il existe des traces de leurs rencontres régulières, de virements bancaires, et plus inquiétant encore, elle a ouvert des comptes dans différentes banques en utilisant son nom de jeune fille. Des comptes dont vous n'avez pas connaissance. Ma mère apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Les garçons, le dîner est presque prêt. Où est Emma? Elle joue dans le salon, maman. Donne-nous encore quelques minutes. Quand elle eut disparu, David me montra une 3e photo. Rachel et Marcus dans un restaurant, des documents éparpillés sur la table entre eux. Elle souriait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Ben, d'après les schémas que nous avons observés dans d'autres cas, nous pensons que Rachel est en train de mettre en place ce que nous appelons un divorce stratégique. Elle monte un dossier contre toi depuis des mois, voire des années. Les disputes au sujet de l'argent, la paranoïa à propos de ta famille, les accusations selon lesquelles nous sommes manipulateurs. Tout cela est documenté et déformé pour te faire passer pour un mari autoritaire. Mais cela n'a aucun sens. Je n'ai jamais été contrôlant. Je l'ai toujours laissé prendre ses propres décisions. Exactement. Et c'est pourquoi cela fonctionne. Elle réécrit votre histoire commune, créant un modèle fictif de violence psychologique. L'appel téléphonique d'aujourd'hui a probablement été enregistré. Son « urgence » pour que vous quittiez la maison de votre mère peut être interprété comme un comportement obsessionnel ou agressif. Mon esprit a commencé à repasser les derniers mois. Les changements de plan soudains, les disputes sur des choses insignifiantes qu'elle insistait pour transformer en grandes confrontations, la façon dont elle mentionnait toujours des témoins, lorsque nous avions un désaccord. Elle prépare Emma à ce qui l'attend aussi, a ajouté David, d'une voix plus grave. Des conversations sur le fait que papa se met parfois en colère, ou que papa ne comprend pas les sentiments des femmes. De petites graines qui, dans un contexte juridique, peuvent être présentées comme la preuve d'un environnement toxique. Je me suis affalé sur une chaise de cuisine. Combien de temps a-t-elle? D'après les normes, je dirais qu'elle va déposer la demande dans 2 à 4 semaines. Probablement après un incident qu'elle créera elle-même pour justifier une ordonnance restrictive temporaire. Une ordonnance restrictive. Ben, tu dois comprendre. Elle ne prévoit pas seulement de divorcer. Elle prévoit de te détruire. La garde complète d'Emma, une pension alimentaire maximale, un partage disproportionné des biens et ta réputation complètement ruinée dans la communauté. Je pris mon téléphone et regardai les messages non lus. 3 appels manqués de Rachel au cours des 20 dernières minutes, chacun plus urgent que le précédent. Elle sait que tu es ici, ai-je compris. C'est pour ça qu'elle est si désespérée. Elle a découvert que tu enquêtais. C'est probable. Marcus Wellington a des relations au département. Ça n'aurait pas été difficile pour eux de découvrir que je posais des questions. Emma est apparue à la porte de la cuisine, les yeux grands ouverts et curieux. « Papa, pourquoi tu as l'air triste? Et pourquoi oncle David a porté du travail pour le dîner ?» Je me suis efforcé de sourire. « Ne t'inquiète pas, princesse. Ce sont juste des discussions ennuyeuses entre adultes. » Mais alors qu'elle retournait à ses jouets, David m'a montré une dernière photo. Rachel et Marcus devant une maison que je n'avais jamais vue auparavant.
Une maison avec un jardin où Emma pourrait jouer, une piscine à l'arrière et une terrasse parfaite pour les barbecues en famille. Ben, elle ne prévoit pas seulement de te quitter. Elle prévoit de te remplacer. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS de Rachel. Ben, si tu ne rentres pas à la maison maintenant, je viendrai chercher Emma moi-même. Ne m'oblige pas à le faire. Je montrai le message à David. Il secoua gravement la tête. C'est la première menace écrite. Si tu ne réponds pas immédiatement, elle passera à la vitesse supérieure. Et si tu réponds de manière défensive ou interrogative, elle interprétera cela comme une agression. Alors je suis coincé. Non, tu es informé. Et l'information, c'est le pouvoir. David a fermé le dossier et m'a regardé droit dans les yeux. Ben, tu as un choix à faire maintenant. Tu peux rentrer chez toi, continuer à être le mari naïf dont elle a besoin pendant encore quelques semaines, puis te faire prendre complètement au dépourvu quand elle détruira ta vie. Ou tu peux commencer à jouer à un jeu dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Mon téléphone sonna à nouveau. C'était Rachel. David me fit signe de ne pas répondre. Chaque décision que tu prendras à partir de maintenant sera utilisée contre toi ou en ta faveur. Il n'y a pas de juste milieu. Elle a transformé ton mariage en un champ de bataille stratégique. La question est, vas-tu continuer à être une cible ou vas-tu devenir un joueur? Je jetai un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, où Emma jouait innocemment dans le jardin de sa grand-mère, complètement inconsciente du fait que sa vie familiale était en train d'être systématiquement démantelée par sa propre mère. Le téléphone cessa de sonner. Puis il se remit à sonner. Je vais répondre, décidai-je. Mais cette fois, je vais écouter attentivement chaque mot qu'elle prononce. David sourit pour la première fois depuis son arrivée. Maintenant, tu penses comme un enquêteur. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que Rachel avait commencé à jouer à ce jeu bien avant que je découvre son existence. Et ses prochains coups seraient plus dévastateurs que tout ce que David et moi pouvions imaginer. Je pris l'appel avec un calme que je ne ressentais pas. « Salut, Rachel. Désolé, j'aidais ma mère à préparer le dîner. Ben, bon sang, où étais-tu? Ça fait 20 minutes que je t'appelle. » Sa voix était chargée d'une hystérie que je reconnaissais désormais comme calculée. « Tu dois rentrer à la maison immédiatement. Emma a de la fièvre et elle te demande. » J'ai regardé par la fenêtre, où Emma jouait joyeusement dans le jardin avec ses cousins, visiblement en bonne santé et rayonnante. « Emma a de la fièvre? Elle a l'air bien ici. »« Bien? Ben, notre fille est malade et tu remets ma parole en question? Quel genre de père es-tu? » David écoutait tout, hochant la tête d'un air entendu. Il me fit signe de mettre le téléphone sur haut-parleur. « Rachel, je vais finir d'aider ma mère et on rentre. On sera là vers 7 heures. »« Non, vous venez maintenant ou je viens chercher Emma moi-même. Et ça ne sera pas joli, Ben. Ne m'oblige pas à faire une scène devant ta famille. » La menace était claire. Elle viendrait ici, ferait un scandale, puis s'en servirait comme preuve que j'avais mis Emma dans une situation traumatisante. « D'accord, Rachel. On arrive. » Et Ben, ne parle de notre conversation à personne. Je ne veux pas qu'Emma s'inquiète. Je raccrochai et David se mit immédiatement à parler. Elle monte en puissance. Fausse maladie de l'enfant, menace de confrontation publique, isolement de la famille. C'est tout droit sorti du manuel. Du manuel. Manipulation psychologique élémentaire. Elle teste jusqu'où elle peut te pousser, en documentant tes réactions pour s'en servir plus tard. Je suis allé chercher Emma, qui a protesté vigoureusement parce qu'elle devait quitter ses jeux. « Mais papa, je ne veux pas encore partir. Maman a dit qu'on pourrait faire des biscuits après le dîner. »« Je sais, princesse. Mais maman s'inquiète pour toi. »« Inquiète? Pourquoi ?» David s'approcha discrètement. « Emma, as-tu parlé à maman des week-ends ici, chez grand-mère? »« Oui. Elle me demande toujours si vous dites du mal d'elle quand elle n'est pas là. » Mon estomac se noie. « Et tu réponds quoi? » Je lui dis que vous ne parlez jamais d'elle. Mais elle dit que c'est impossible, que les adultes parlent toujours les uns des autres. Emma fit une pause. « Papa, pourquoi maman est-elle toujours triste quand je lui dis que je me suis bien amusé ici ?» David et moi avons échangé un regard significatif. Rachel était en train de semer les graines de la paranoïa et du conflit familial dans l'esprit d'une enfant de 6 ans. « Emma, tu peux m'aider ?» ai-je demandé en m'agenouillant pour être à sa hauteur. « Quand on rentrera à la maison, fais attention si maman a vraiment l'air inquiète que tu sois malade, ou si elle a l'air plus préoccupée par autre chose. » Comme un jeu. Exactement. Comme un jeu d'observation.
Pendant que je mettais Emma dans la voiture, David m'a pris à part. Ben, tu dois comprendre que ça va empirer avant de s'améliorer. Rachel va interpréter toute résistance de ta part comme de l'hostilité. Elle va provoquer des disputes, créer des drames, puis utiliser ta réaction comme preuve contre toi. Alors, je fais quoi? Documente tout. Enregistre les conversations si possible. Note les dates, les heures, les témoins. Et surtout, ne réagis pas émotionnellement. Sois toujours le père calme et rationnel. Et si elle essaie vraiment de me prendre Emma? Alors tu seras préparé. Parce que contrairement à toi, elle ne sait pas que tu as découvert son jeu. Le trajet du retour fut silencieux. Emma s'était endormie sur la banquette arrière, et j'étais en train d'assimiler l'ampleur de ce que j'avais découvert. Rachel ne prévoyait pas seulement un divorce, elle prévoyait la destruction systématique de ma vie. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Rachel nous attendait à la porte, avec une expression maternelle inquiète parfaitement jouée. « Emma, ma chérie, comment te sens-tu » demanda-t-elle en touchant dramatiquement le front de notre fille. « Je vais bien, maman. Je ne suis pas malade. » Pendant une fraction de seconde, le masque de Rachel glissa. Je vis un éclair d'irritation avant qu'elle ne reprenne son expression. « Parfois, les enfants ne se rendent pas compte qu'ils tombent malades, » dit-elle en me lançant un regard accusateur. « Tu aurais dû la ramener à la maison plus tôt. Elle me semble en parfaite santé. » Bien sûr. Tu ne fais jamais attention aux détails quand il s'agit de notre fille. Et voilà. La première provocation documentée. Si je répondais avec colère, elle aurait la preuve. Si je l'ignorais, elle passerait à la vitesse supérieure. Tu as raison, répondis-je calmement. Je ferai plus attention. Merci de t'être occupé d'elle. L'expression de Rachel trahissait une confusion momentanée. Elle s'attendait à une dispute, et j'avais refusé d'y prendre part. Je vais donner le bain à Emma et la coucher, dis-je en prenant notre fille par la main. Non, je m'en occupe. Tu en as déjà assez fait aujourd'hui. Rachel, j'aide toujours avec Emma. Pourquoi ça changerait aujourd'hui? Parce que tu étais plus préoccupée par ta famille que par ta propre fille malade. Emma nous regarda, clairement confuse. Maman, je ne suis pas malade. Je me sens bien. Va dans ta chambre, Emma. Les adultes doivent parler. Quand Emma monta les escaliers, Rachel se tourna vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était froide, calculatrice et complètement dénuée d'amour. Je ne sais pas à quel petit jeu tu joues, Ben, mais ça ne marchera pas. Tu découvriras que je suis beaucoup plus intelligente que tu ne le penses. Je ne joue à aucun jeu, Rachel. J'essaie simplement d'être un bon père et un bon mari. Un bon mari. Elle rit sans humour. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être un bon mari. Mais ne t'inquiète pas. Bientôt, tu n'auras plus besoin de faire semblant. Elle monta les escaliers, me laissant seul dans le salon avec le poids de ses paroles. Pour la première fois, Rachel avait ouvertement montré ses véritables intentions. Je pris mon téléphone et ouvris l'application d'enregistrement. À partir de maintenant, chaque conversation serait documentée. Chaque provocation, chaque manipulation, chaque tentative de me faire passer pour le méchant. Elle voulait jouer à un jeu? Parfait. Mais maintenant, contrairement aux derniers mois, je connaissais les règles. Et contrairement à Rachel, je n'avais rien à cacher. Chaque enregistrement, chaque document, chaque preuve que je collecterais serait absolument vraie. Elle avait transformé notre maison en champ de bataille. Mais les champs de bataille fonctionnent dans les deux sens. Tout en écoutant les bruits étouffés d'une dispute entre Rachel et Emma à l'étage, notre fille protestait clairement contre un bain dont elle n'avait pas besoin. J'ai commencé à prendre ma première note, dimanche, 19h15. Rachel a menti sur la maladie d'Emma pour me forcer à rentrer plus tôt à la maison. Ce n'était que le début. Parce que si Rachel voulait réécrire l'histoire de notre mariage, je m'assurerais que la version vraie soit parfaitement documentée. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu un étudiant méticuleux de ma propre femme. Chaque conversation était une leçon de manipulation psychologique, chaque provocation une preuve supplémentaire pour ma collection grandissante. Rachel avait intensifié ses tactiques. Le lundi, elle a brusquement annulé le cours de piano d'Emma, prétextant que je négligeais les responsabilités financières de la famille. Lorsque je lui ai demandé des explications, elle a éclaté en sanglots, affirmant que je ne la soutenais jamais dans ses décisions. J'ai tout enregistré. Le mardi, elle a invité notre voisine, Madame Martinez, à prendre le petit déjeuner. Tout au long de la conversation, Rachel m'a appelé mon ex-mari à plusieurs reprises, se corrigeant avec un « pardon, mon mari », accompagné d'un rire nerveux. Lorsque Madame Martinez lui a demandé si tout allait bien, Rachel a soupiré dramatiquement et a répondu «
C'est parfois difficile quand votre partenaire n'arrive pas à mûrir émotionnellement, vous voyez. J'étais caché dans l'escalier, enregistrant chaque mot. Le mercredi, David m'a appelé pour me faire part d'une découverte troublante. Ben, j'ai pu accéder au relevé bancaire que tu m'as autorisé à consulter. Rachel ne se prépare pas seulement à divorcer. Elle transfère systématiquement de l'argent de notre compte joint vers des comptes personnels depuis 6 mois. Combien? 87 000 $ jusqu'à présent. De petites sommes, 3 cents à 500 $ à la fois, pour ne pas éveiller les soupçons. Mais au total, elle vole littéralement notre argent pour payer les avocats qu'elle va utiliser contre moi. Exactement. Et Ben, il y a plus. Elle a engagé un détective privé pour te suivre. Quelqu'un t'a pris en photo la semaine dernière quand tu es allé chercher Emma à l'école. Mon sang s'est glacé. Pourquoi me ferait-elle suivre? Probablement pour essayer de trouver un comportement qui pourrait être interprété comme suspect. Peut-être même pour provoquer des situations où tu semblerais instable ou agressif. Ce soir-là, j'ai testé une théorie. Quand Rachel est rentrée du travail, j'ai mentionné en passant que je pensais sortir avec des amis vendredi. Des amis? A-t-elle demandé, la voix chargée de suspicion. Quels amis? Tu n'as pas d'amis, Ben. Bien sûr que j'en ai. Tom du bureau, et je vais peut-être inviter les gars de la salle de sport. Tu me mens. Sa voix monta d'un ton. Tu prévois de me tromper, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as soudainement besoin de passer du temps avec tes amis. Rachel, ne m'y mène pas, cria-t-elle en frappant la table si fort qu'Emma apparut à la porte de la cuisine, les yeux écarquillés de peur. Pourquoi maman crie-t-elle? Murmura Emma. Va dans ta chambre, Emma, ordonna Rachel sans même regarder notre fille. Les adultes discutent. En fait, Emma, viens ici, dis-je calmement en tendant les bras. Il n'y a rien à craindre. Maman et papa discutent simplement de leur projet pour le week-end. Emma se précipita dans mes bras, et je sentis Rachel me lancer un regard noir. N'utilise pas notre fille comme bouclier émotionnel, Ben. Je n'utilise personne comme bouclier. Je suis un père présent quand notre fille a peur. Tu essaies de me faire passer pour la méchante devant elle. Et voilà. L'accusation qu'elle utiliserait plus tard, que je manipulais Emma contre elle. Sauf que cette fois-ci, j'avais laissé mon téléphone enregistré sur le comptoir de la cuisine. Rachel remarqua mon calme, ce qui l'énerva encore plus. Tu as changé, Ben. Tu es différent depuis quelques semaines. Plus froid. Plus calculateur. Peut-être que je fais juste plus attention. Attention à quoi? Aux habitudes. Elle resta silencieuse pendant un moment, réfléchissant clairement à ce que je venais de dire. Quelles habitudes? Rien de particulier. Juste des habitudes. Ce soir-là, après qu'Emma se fut couchée, Rachel tenta une approche différente. Elle entra dans la chambre vêtue de sa chemise de nuit en soie rouge, celle qu'elle portait toujours lorsqu'elle voulait que j'oublie une dispute. Ben, je suis désolé pour tout à l'heure. J'étais stressé par le travail et je m'en suis pris à toi. Ce n'est pas grave, Rachel. Si, ça l'est. Je sais que ça l'est. Elle s'assit sur le lit à côté de moi. On devrait peut-être parler de nos problèmes. On pourrait même faire une thérapie de couple. C'était un piège évident. Une thérapie de couple serait un terrain supplémentaire où elle pourrait construire son récit selon lequel j'étais le problème. Encore un professionnel qui écouterait sa version des faits. Tu penses que ça pourrait t'aider? Je pense qu'un regard extérieur pourrait nous être bénéfique. Quelqu'un qui pourrait nous aider à comprendre où nous nous trompons. Où nous trompons-nous? Eh bien, a-t-elle hésité, j'ai l'impression que tu as été distant ces derniers temps. Moins communicatif. J'ai parfois l'impression que tu me caches quelque chose. L'ironie était frappante. La personne qui avait secrètement planifié ma destruction pendant des mois m'accusait de lui cacher des secrets. Si tu veux prendre rendez-vous, j'irai, ai-je finalement dit. Vraiment? Elle semblait sincèrement surprise. Bien sûr. Ça pourrait vraiment m'aider. Ce que Rachel ignorait, c'est que David m'avait mis en contact avec une thérapeute qui avait l'habitude des cas de manipulation psychologique. Le docteur Patricia Williams travaillait avec des victimes de violences psychologiques depuis 15 ans et plus important encore, elle savait reconnaître les tactiques utilisées par Rachel. Si tu es vraiment déterminé, Ben, je dois te dire quelque chose, a poursuivi Rachel. Je m'inquiète pour toi ces derniers temps. Ton humeur, ta paranoïa à propos de ma famille, la façon dont tu traites Emma quand tu es frustré. Mon humeur. Tu es plus agressif, plus contrôlant. Hier, quand Emma a renversé du jus sur la table, tu t'es visiblement énervé.
Ce n'était pas vrai. Emma avait renversé du jus et j'avais simplement pris du papier essuie-tout pour nettoyer. Mais maintenant, Rachel réécrivait le souvenir, créant un récit où j'étais un père colérique. Je ne me souviens pas avoir été irrité. Exactement. C'est ça le problème. Tu ne te rends pas compte de l'impact de ton comportement sur notre famille. C'était génial, d'une manière malsaine. Elle m'accusait de comportements qui n'avaient jamais eu lieu, et quand je niais, cela devenait la preuve que je n'avais pas conscience de moi-même. Tu as peut-être raison, ai-je dit, décidant de tester jusqu'où elle irait. J'ai peut-être besoin de travailler sur mon tempérament. Je suis heureuse que tu puisses l'admettre, Ben. C'est le premier pas. Elle s'est penchée pour m'embrasser, et pour la première fois depuis notre mariage, j'ai ressenti du dégoût. Pas de l'amour, pas de la colère, mais une répugnance viscérale pour la personne qui avait partagé mon lit pendant 8 ans. Je vais prendre une douche, ai-je annoncé en me levant. Ben, tu m'aimes encore? La question me prit au dépourvu. Pendant un instant, je cherchais dans mon cœur la moindre trace du sentiment qui avait autrefois défini mon existence. J'aime la famille que nous avons construite ensemble, répondis-je honnêtement. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Elle acquiesça lentement, comme si ma réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Sous la douche, je laissais l'eau chaude laver la sensation de saleté qui s'était accumulée non seulement cette nuit-là, mais au cours de mois de manipulation subtile. Rachel avait transformé notre foyer en champ de bataille psychologique, et j'avais été un soldat désarmé. Mais plus maintenant. Quand je sortis de la salle de bain, Rachel dormait déjà. Ou faisait semblant. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu un message de David, « Réunion demain à 14 h. J'ai plus d'infos sur Marcus Wellington. Tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert. Si vous suivez cette histoire de trahison et de manipulation, et que vous voulez découvrir les secrets dévastateurs que David a découverts sur l'homme qui aidait Rachel à me détruire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. » J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je me suis allongé sur le lit, en restant aussi loin que possible de Rachel. Mon esprit était envahi par toutes sortes de possibilités, mais une chose était claire, la guerre que Rachel avait déclenchée était sur le point de connaître sa première véritable bataille. Et cette fois, je serais armé. La réunion avec David l'après-midi suivant a tout changé. Il avait découvert quelque chose que même moi je n'aurais pas pu imaginer. Ben, Marcus Wellington n'est pas seulement un avocat spécialisé dans les divorces, a commencé David en étalant des documents sur le bureau de son bureau. C'est un criminel. Comment ça? Tu te souviens quand je t'ai dit qu'il avait détruit Sarah Chen lors du divorce? Eh bien, il n'a pas seulement utilisé des tactiques juridiques douteuses. Il a littéralement fabriqué de fausses preuves, notamment en plaçant de la drogue dans sa voiture et des photos compromettantes sur son ordinateur. Mon sang s'est glacé. C'est illégal. Tout à fait. Sarah ne l'a jamais su, mais nous avons la preuve que Marcus soudoie des détectives privés pour fabriquer des preuves. Son stratagème fonctionne depuis des années. David me montra une photo. Voici Jake Morrison, un détective privé qui travaille pour Marcus. Il a été arrêté la semaine dernière pour effraction et falsification de documents. Et quel est le rapport avec Rachel? Morrison a tout avoué en échange d'un accord. Il a admis que Marcus l'avait engagé pour vous saboter. Ben, vous vous souvenez des pneus crevés dimanche? Ce n'étaient pas des adolescents. C'était Morrison, qui suivait les ordres de Marcus. La réalité m'a frappé comme un coup de tonnerre. Ils sont en train de monter un dossier contre moi. Exactement. Et ce n'est pas tout. Morrison a dit que Marcus et Rachel prévoyaient de te droguer pendant une dispute mise en scène, puis d'appeler la police en prétendant qu'il y avait eu violence domestique. Sous l'emprise de substances, il serait impossible de prouver ton innocence. J'ai eu la nausée. Quand? Ce soir. Rachel va provoquer une dispute à propos d'Emma, droguer votre boisson, puis appeler la police en disant que vous l'avez menacée physiquement. Je pris mon téléphone. Je dois annuler mon retour à la maison. Non. Tu rentres chez toi, mais armé d'informations qu'ils ne savent pas que tu possèdes. David sourit. Morrison a accepté de porter un micro et d'enregistrer la conversation avec Rachel cet après-midi. Nous l'aurons qui avoue tout le plan. À 6 heures, j'étais assis dans la cuisine de ma maison, regardant Rachel préparer le dîner avec un calme effrayant. Elle fredonnait une chanson tout en coupant des légumes, comme si elle ne prévoyait pas de détruire ma vie dans quelques heures. Ben, tu veux du vin avec le dîner? J'ai ouvert une bouteille de celle que tu aimes. Bien sûr, merci. Elle m'a servi un généreux verre de vin rouge. Je savais que j'étais drogué, mais j'ai bu quand même. David m'avait donné un antidote qui neutraliserait tout ce qu'elle mettrait dans mon verre. Rachel, il faut qu'on parle de certaines choses. De quoi?
a-t-elle demandé sans se retourner de l'évier. De Marcus Wellington. Elle a arrêté de faire la vaisselle. Pendant un instant, le seul bruit dans la cuisine fut celui de l'eau qui coulait du robinet. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu le sais. Tout comme tu sais que tu as transféré 87 000 $ de notre compte joint. Elle se retourna lentement, toujours armée d'un couteau à légumes. Tu m'as fait suivre. Je n'en avais pas besoin. Tu n'as pas été très discrète. Ben, je peux t'expliquer. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as engagé un détective pour me suivre? Ou pourquoi tu avais prévu de droguer mon verre ce soir et d'appeler la police? Son visage perdit toute couleur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Jake Morrison a tout avoué, Rachel. Il m'a parlé du plan pour ce soir, des fausses preuves, de tout. Elle lâcha le couteau et s'appuya contre le comptoir. C'est de la folie. Tu es paranoïaque. Ah oui? Ou bien tu es désespéré parce que tu as découvert que je connais la vérité. Rachel tenta de retrouver son sang-froid. Ben, tu agis de manière très étrange. Nous devrions peut-être appeler quelqu'un pour nous aider. Bonne idée. Appelons-les. Je pris mon téléphone. Salut, David, tu peux venir ici? Apporte les enregistrements. Non, cria Rachel en essayant de m'arracher le téléphone. Tu ne comprends pas. J'ai fait ça pour Emma. Tu n'es pas un bon père pour elle. Je ne suis pas un bon père? Ou avais-tu besoin d'une excuse pour me tromper? Je n'ai trahi personne. Tu m'as négligé pendant des années. Toujours au travail, toujours avec ta famille, jamais avec moi. Alors tu as décidé de me détruire systématiquement. J'ai décidé de me protéger, cria-t-elle. De protéger ma fille d'un homme qui n'a jamais donné la priorité à sa famille. Emma apparut à la porte de la cuisine, les yeux écarquillés. Pourquoi vous criez? Rachel changea immédiatement d'attitude. Emma, ma chérie, papa est très méchant avec moi. Tu veux bien aller dans ta chambre? Non, Emma. Reste ici. Je m'agenouillai devant ma fille. Papa et maman ont une conversation importante entre adultes. Mais tu n'as pas à avoir peur. Ne te sers pas de notre fille contre moi, siffla Rachel. Je n'utilise personne contre toi. Je suis simplement honnête. La sonnette retentit. David était arrivé avec les enregistrements et, plus important encore, avec 2 policiers qui enquêtaient sur le stratagème de Marcus Wellington. Rachel Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude et falsification de preuves, annonça l'un des policiers en entrant dans la cuisine. Rachel me regarda avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était ni de la colère ni du désespoir. C'était la froide prise de conscience qu'elle avait complètement perdue. Tu le savais, murmura-t-elle. Depuis dimanche, tu le savais. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai mis du temps à découvrir à quel point. Alors qu'il passait les menottes à Rachel, elle a regardé Emma, qui s'agrippait à mes jambes. Emma, tu te souviens de ce que maman disait toujours? Que parfois papa se met en colère. Papa n'est pas en colère, maman. Il est triste. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu Rachel vraiment surprise. Ma fille de 6 ans avait vu clair dans toutes ces manipulations. Ben, dit Rachel alors qu'on l'emmenait vers la porte, ce n'est pas fini. Si, répondis-je calmement. C'est fini. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa confession complète avait été enregistrée par les policiers. Et que Marcus Wellington était déjà en train d'être arrêté au même moment, dans son bureau chic du centre-ville de Boston. Le jeu qu'elle avait commencé allait enfin prendre fin. Mais pas comme elle l'avait prévu. 6 mois plus tard, j'étais assis sur le banc du parc où Emma et moi faisions nos pique-niques du dimanche, regardant ma fille jouer dans l'air de jeu avec une insouciance que je n'avais pas vue depuis longtemps. Rachel a été condamnée à 3 ans de prison pour complot, fraude et falsification de preuves. Marcus Wellington a été condamné à 5 ans et s'est vu retirer définitivement son droit d'exercer le droit. Leur stratagème avait détruit au moins 12 familles en 4 ans. « Papa, regarde comme je peux aller haut sur la balançoire !» a crié Emma, ses cheveux bruns flottant au vent. « Je vois, princesse. Tu voles. » David s'approcha avec 2 cafés et s'assit à côté de moi. Comment elle gère tout ça? Mieux que je ne l'aurais espéré. La thérapie l'aide. Je pris mon café chaud. Elle m'a demandé si maman allait revenir à la maison un jour. Et tu lui as répondu quoi? La vérité adaptée à son âge. Que maman a fait de mauvais choix et qu'elle doit en tirer les leçons. J'ai pris une grande inspiration. Elle m'a demandé si c'était de sa faute. Les enfants se sentent toujours responsables. Je lui ai expliqué que certaines personnes sont malades dans leur tête et dans leur cœur, et qu'elles font du mal à ce qu'elles devraient protéger. J'ai fait une pause,
observant Emma se lier d'amitié avec un autre enfant. Elle a dit qu'elle espérait que maman ira mieux pour être une bonne personne quand elle sortira. Une femme s'est approchée du terrain de jeu, cherchant son fils. Lorsque nos regards se sont croisés, elle m'a souri timidement. « Excusez-moi de vous déranger, mais êtes-vous Ben Johnson, le type qui a dénoncé cette affaire de fraude juridique ?»« Oui, c'est moi. Je voulais vous remercier. Mon ex-mari a utilisé les mêmes avocats contre moi. J'ai perdu la garde de mes enfants à cause des mensonges qu'il a répandus. Ses larmes ont commencé à couler. Mais grâce aux preuves que vous avez découvertes, j'ai pu prouver mon innocence. Mes enfants sont rentrés à la maison la semaine dernière. Comment vous appelez-vous ? Sarah. Sarah Chen. Mon cœur s'est emballé. C'était la collègue dont l'affaire nous avait mis en garde contre Marcus Wellington. Sarah, j'aimerais vous présenter mon frère David. Il monte une société de conseil et recherche des professionnels expérimentés. Ce soir-là, après avoir couché Emma, je me suis assis dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais décidé d'écrire un guide sur les signes de manipulation psychologique dans les relations amoureuses. Mon téléphone vibra. C'était un message de Rachel depuis la prison. « Ben, je sais que je n'ai pas le droit, mais je dois te demander pardon. La thérapie ici m'a aidé à comprendre que je reproduisais les schémas de mon enfance. Ma mère m'a appris que les hommes étaient nos ennemis. Peux-tu dire à Emma que je l'aime ?» J'ai pris une grande inspiration avant de répondre « Elle sait que tu l'aimes, Rachel. Et elle espère toujours que tu deviendras une meilleure personne. » Emma est apparue à la porte du bureau. C'était maman. « Oui. Elle va mieux ? » Elle essaie. Emma acquiesça avec une maturité impressionnante. « Je peux lui écrire une lettre ? Je veux lui dire que je l'aime toujours, mais que je suis contente que tu m'aies protégée. » J'ai serré ma fille dans mes bras, réalisant qu'elle avait appris la leçon la plus importante. Aimer quelqu'un ne signifie pas accepter des comportements destructeurs. 3 mois plus tard, l'histoire a été publiée en première page du Boston Herald. Un père célibataire dénonce un stratagème qui détruisait des familles. L'article comprenait des ressources pour les victimes de manipulations psychologiques et des numéros d'aide. Aujourd'hui, Emma joue du piano le dimanche matin, nous faisons des pique-niques dans le parc et notre maison est remplie de rire. David a épousé Sarah l'année dernière, et ils sont les oncles et la tante les plus aimants qu'Emma puisse avoir. La dernière fois que j'ai visité la tombe de mon père, j'ai emmené Emma avec moi. Elle a déposé des fleurs qu'elle avait cueillies dans le jardin et a dit « Grand-père, merci d'avoir appris à papa à être fort, mais aussi gentil. » À ce moment-là, j'ai compris que la véritable victoire n'était pas la chute de Rachel, mais la protection d'Emma et la construction d'une nouvelle vie fondée sur l'honnêteté et l'amour inconditionnel. Si vous êtes victime de manipulation psychologique ou si vous connaissez quelqu'un qui vit cette situation, sachez qu'il y a de l'espoir. Il existe des ressources et des personnes prêtes à vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de dépassement de soi et de transformation. Quand les gens me demandent comment j'ai trouvé la force d'affronter tout cela, je leur montre Emma qui joue dans le jardin et je leur réponds. Quand vous avez quelque chose d'aussi précieux à protéger, vous découvrez que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensiez.